Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. À partir de vos innombrables photos devenues cultes, vous avez réalisé un livre évoquant des époques aujourd'hui mythiques, des confidences paradoxalement sans le moindre cliché. Bonjour Jean-Marie Perrier. Bonjour. Alors, on vous retrouve dans les clés d'une vie avec un nouveau livre, puisque maintenant vous faites des livres très régulièrement. Ça s'appelle Minuit blanche chez Calman Levy. Il y a des photos et des histoires, et c'est à partir de ces histoires que j'ai bâti une émission avec 4 dates, comme d'habitude, pour raconter votre parcours. Et ce livre, bien sûr, on va en parler. Et la première date que j'ai trouvée, c'est une date importante, le 14 mars 1950. C'est la première à la Michaudière d'une pièce avec quelqu'un dont vous allez forcément reconnaître la voix. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il y a une chose que je suis obligé de constater. C'est que si vous me demandiez de vous dire là, maintenant... François Perrier, bien sûr, dans cette pièce d'André Roussin qui traite de la difficulté d'être acteur et d'être amoureux. Vous l'avez vu cette pièce, je crois? Ah oui, je l'ai vu, mais je me souviens plus du titre du tout. C'est Bobos. Ah, c'est Bobos? C'est Bobos. C'est drôle parce que je me souvenais pas de ça. Je me souviens très bien de lui, la tête en bas, oui, à l'ouverture de la pièce. Quand le rideau s'ouvrait, il était comme ça, la tête en bas. C'était formidable pour moi parce que j'envoyais mes professeurs en classe. Oui. Comme ça, après, ils avaient compris que je faisais partie d'une famille pas sérieuse. Donc ça vous évitait quelques heures de colle. Bah oui, surtout je leur disais allez voir mon père après. Et il acceptait. Oui, bien sûr, il avait compris le truc. Oui. Alors, il acceptait, comme ça il me foutait la paix le reste de l'année. Alors il se trouve que Bobos a été créé donc le 14 mars 1950. Il y a eu des centaines de représentations. Ça a été repris en 57. Et à l'époque, François Perrier est également directeur artistique de la Michaudière, oui, nommé par Pierre Freinet et Yvonne Printemps. Oui, absolument. Mais d'ailleurs, d'abord, les pièces qu'il faisait, il pouvait les jouer jusqu'à 2000 fois. Hein. C'est pas du tout comme aujourd'hui. Non, pas vraiment. Non, mais vraiment, c'était insensé. Il faisait des tournées, il n'arrêtait pas. Alors, bon, la Michaudière, moi, j'ai passé toute mon enfance dans cet endroit. Parce que c'était... Cela dit, bon, j'aimais pas beaucoup aller dans la salle parce que je trouvais que ça sentait le vieux. Oui. C'est vrai, d'ailleurs, toujours je trouve au théâtre que ça sent le vieux dans les théâtres. Et puis en plus, il y a des gens qui toussent, ça m'énerve. Donc j'allais beaucoup dans les coulisses. Mais enfin, en tout cas, j'aimais beaucoup retrouver Yvonne Printemps et Pierre Freinet qui venaient tous les soirs au bar pour voir comment ça se passait. Puis c'était quand même eux les patrons. Donc, ce qui était très amusant pour moi, j'avais 10, 11 ans, et j'attendais ce moment-là, parce que juste avant l'entracte, le gros problème, c'est que, elle, Yvonne Printemps, magnifique derrière sa voilette, était bourrée comme un coin, parce qu'elle y allait, elle mollissait pas sur le jaja. Hein. Oui. Donc, le problème de Pierre Freinet, c'était de la faire sortir du bar avant qu'arrivent les gens qui ont payé leur place quand même pour l'entracte. Parce qu'elle les insultait, vous ne comprenez rien au théâtre et tout, c'était infernal. Alors moi j'adorais ça. Ensuite il la tirait comme ça vraiment dans les coulisses et elle continuait dans les coulisses. Mais bon, plus personne n'entendait à part les machinaux qui en avaient marre d'ailleurs. Et moi je me souviens d'une interview de Pierre Freinet dans mes jeunes années à la Michaudière. Elle était là, elle n'arrêtait pas de me dire « Écoutez pas ce con, il dit n'importe quoi ». C'était terrible. Et lui, impassible. Ah oui, impassible et très courageux, très patient. Mais elle était formidable en même temps. Hein. Exactement. Et alors elle avait eu un drôle de parcours, celle-là, quand même. Exactement, depuis Sacha Guitry. Alors il se trouve que François Perrier, vous lui devez tout. Et moi aussi, je lui dois beaucoup, je dois vous le dire, parce que chaque fois que dans les années 80, j'ai fait une émission de radio, il a toujours été mon premier invité, mon porte-bonheur. Et il l'acceptait. Ah oui, non, mais ça, faut dire que c'était vraiment un type d'une gentillesse. Mais il faut dire que l'époque était autre. Oui. Alors, vous dites dans votre livre que c'est étonnant d'avoir un père que tout le monde admire. Bah oui, c'est étonnant et en même temps, j'y suis habitué depuis le début parce que l'intérêt de mon enfance avec mon père, c'est que dans cet hôtel particulier qui donnait sur la Seine à Neuilly, le monde entier passait. Hein, il y avait des acteurs, des gens du métier, des chanteurs, tout ça, tous les soirs. Il y avait, après le théâtre, il y avait des dîners. Alors moi, j'adorais ça.
C'était mieux que l'école d'ailleurs. Oh ben oui, mais de toute façon, à l'école, je ne faisais rien d'autre que écrire ou penser à de la musique. Donc je m'en foutais complètement de ce qu'il me disait. J'ai jamais compris d'ailleurs ce que faisait ce type derrière le bureau qui m'interrompait. Hein. Là, vraiment, je comprenais pas. Non, mais ce qui était formidable, c'est que comme il y avait des gens, moi je descendais évidemment à 1h du matin avec mon pyjama et puis je jouais du piano. Je faisais un triomphe à chaque fois, bien sûr. C'était fort. Oh, comme il est mignon et tout. Mais surtout, vous avez fait du latin à l'école grâce à Louis Jouvet. Oui, parce qu'il était tout le temps chez nous. C'était des grands amis avec mon père. Alors bien sûr, quand il nous voyait jouer dans le jardin, il avait un regard assez dur, parce que pour lui, jouer, c'était quelque chose de sérieux. Donc les enfants n'avaient pas à faire ça. Et un jour, effectivement, mon père voulait absolument que je fasse du latin. Donc, moi, je voulais pas, évidemment. Et j'étais en train de déjeuner tout seul dans la salle à manger. Et le bureau de mon père donnait, la porte donnait sur cette pièce. Et donc, je vois Jouvet qui arrive, qui sort, qui étale ses bras en face de moi de l'autre côté de la table et qui me dit « écoute-moi bien, Jean-Marie, ton père veut que tu fasses du latin, il a raison. » Et il est sorti, et j'ai donc fait du latin. Et je lui dois beaucoup, parce que c'est grâce à ça que je peux permettre aujourd'hui d'écrire 3 lignes. Parce que ça change tout. On est fou d'avoir arrêté le latin. Le latin, c'est une autre façon de penser, c'est une musique, c'est vraiment très intéressant. Et il ferait mieux que d'écrire des conneries sur Instagram, hein. Non mais vraiment. Non mais on est d'accord. Et il se trouve aussi que vous avez eu quelqu'un qui a voulu vous apprendre l'anglais, mais ça n'a pas marché. C'est une sorte de précepteur particulier qui était le secrétaire amical de votre père, José Arthur. José, oui, qui était formidable, il était très très drôle, très gentil. Et effectivement, il était le secrétaire de mon père. Alors évidemment, comme il était très très marrant, c'était un enchantement de l'avoir comme prof, parce qu'évidemment, il était aussi mon répétiteur à la maison. Bon, il s'arrachait les tifs parce qu'évidemment, je faisais rien. Et je me souviens, oui, du jour où il voulait m'apprendre l'anglais. Bon, évidemment, ça m'intéressait pas du tout. Donc, un jour, il me dit, bon, alors, qu'est-ce que ça veut? Il me demande de traduire shut the door. Bon. Et moi, évidemment, je dis chut, je dors. Bon, qui était terrifiant pour lui, parce qu'il disait, bon, ça ne sert à rien ce que je fais. Mais bon, ça m'était complètement égal tout ça. Cela dit, je l'ai regretté plus tard, parce que si j'avais mieux écouté José Arthur, je me serais moins donné de mal pour les Beatles et les Rolling Stones au début. Hein. C'est vrai. Alors, votre meilleur professeur, ça a été Daniel Philippaki, quand il vous a engagé, quand il travaillait encore comme photographe à Marie-Claire. Bah oui, bien sûr, parce que là, si vous voulez, les 2 hommes qui ont sauvé ma vie, c'est mon père et Daniel Philippaki. Bon, c'est eux qui m'ont fait, hein. Daniel Philippaki, c'est un type extraordinaire parce que il a d'abord eu l'intelligence d'aller en Amérique avant tout le monde et de comprendre que ce qui se passait là-bas allait se passer chez nous. Il était fou de jazz. En plus de ça, vous vous rendez compte, c'est par hasard, comme je ne faisais rien en classe, que mon père me dit au milieu de l'année, me dit bon, tu fais rien en classe. J'avais redoublé, enfin je sais pas, oui, il me dit oui, je lui dis oui, bien sûr. Je fais rien. Évidemment, ça m'intéresse pas. Bon, bah écoute, alors on va arrêter ça et tu vas venir avec moi sur le tournage de films que j'ai fait avec Fellini à Rome. Ce qui est extraordinaire, c'est de faire ça dans les années 50. Pour un homme comme mon père qui venait quand même de la petite bourgeoisie, c'est quand même très courageux de dire à son fils au milieu de l'année en 3e, t'arrêtes. Bon, hein. Il n'y a pas beaucoup de gens qui étaient capables de faire ça. Puis je me suis retrouvé sur ce tournage magnifique. Et mon père, partout, disait à tout le monde pendant le tournage, il disait à tout le monde sur lui, mais qu'est-ce que je vais faire de ce grand con? Et un jour, c'est un journaliste très gentil qui s'appelait Beno Graziani, qui lui a dit cette phrase qui n'est possible que dans les années 50 d'ailleurs, il lui a dit, quand on ne sait pas quoi faire de son fils, on le met à Paris Match. Pourquoi Paris Match? Bon, parce qu'à Paris Match, à l'époque, les photographes, c'était les rois du monde. C'est des mecs, ils faisaient la guerre, ils se tapaient les princesses, ils roulaient en Ferrari. Donc il me dit, tu veux être photographe? Moi, de toute façon, ça m'était égal, je pouvais faire n'importe quoi. À partir du moment où je ne fais plus de musique, ça ne m'intéresse plus. Et je ne faisais plus de musique pour une autre histoire, bon, sur laquelle on n'est pas obligé de s'étaler, mais c'est vrai que j'ai arrêté à 16 ans. Bon. Et je me suis retrouvé avec un type qui, lui,
faisait une émission sur le jazz. Pour ceux qui aiment le jazz. Alors ça, pour moi, c'était extraordinaire de me retrouver avec un titre qui parlait que des gens que je connaissais depuis que j'étais né, moi. Parce que je faisais du classique, je faisais du jazz, et puis voilà, je faisais ça que jour et nuit. Et se retrouver là, dans cet endroit, parce que, bon, en plus, Daniel était quelqu'un qui m'emmenait partout. Il m'a sorti de l'enfance, en fait, Daniel. Bon, alors, tous ces musiciens que je voyais au Club Saint-Germain qui dansaient pendant que ma mère dansait sur leur musique, en fait, bon. Je les connaissais, mais je pouvais pas leur parler. Là, tout à coup, parce que je suis avec Philippe Aki, je leur parle et ils me parlent. Donc c'était énorme pour moi. Et l'émission de Philippe Aki a débuté par hasard parce qu'il avait une collection de disques de jazz de son père, Henri Philippe Aki, qui a d'ailleurs été, rappelons-le, le créateur du livre de poche. Et il a fallu quelqu'un pour faire... il n'y avait pas de disque à la radio. Oui, c'est-à-dire que la radio d'Europe à l'époque venait d'être inventée. Bon, Charlie Parker meurt... Et ils se rendent compte dans la radio qu'il n'y en a pas un, d'abord qui sait qui c'est, et ensuite, il n'y en a pas un qui a un disque. Il y a un, je ne sais pas lequel, se dit, mais attends, il y a un photographe à Match ou à Marie-Claire qui a lu une collection formidable. Ils l'ont appelé. Ils ont appelé Daniel, et voilà, ils lui ont dit, t'as des disques, viens ce soir faire l'émission. Et cette émission a été un tel succès dès le lendemain, ils ont dit, mais il faut que tu continues. Non, mais de toute façon, Daniel a eu beaucoup de chance. Mais la chance, bon, ça se mérite. Mais c'est la même chose pour son émission, la suivante. On va en parler justement dans quelques instants, parce que ça fait partie aussi de votre livre et de votre parcours, avec une autre date clé, le 12 avril 1965. A tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Marie Perry. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean-Marie Perrier. Votre livre Mes Nuits Blanches, un livre de plus de 400 pages, avec des photos, des chroniques dont on va reparler, et votre vie à travers des dates clés. Et le 12 avril 1965, une date clé aussi. Écoutez ceci. Loconville, dans l'Oise. 150 habitants sont comptés aujourd'hui, la presse, les curieux et les fans. Loconville, le mariage de Johnny et Sylvie. Alors, on connaît bien sûr les images totalement folles, mais vous étiez à l'intérieur de la maison des parents au départ. Vous n'étiez pas dans la masse des photographes et des Non, mais paparazzi. d'abord, il m'avait pris pour témoin, ce qui est très gentil. Oui. Bon, c'était pas obligé. Ce qui est plus surprenant, c'est surtout que quand ils iront... en voyage de noces, ils m'emmènent. Donc on était tous les trois. Non, mais ça donne une bonne idée des rapports qu'on avait tous entre nous. Parce qu'au fond, c'était des mômes on avait le même âge. J'avais 22 ans. Je revenais de l'armée et de l'Algérie. Et eux, ils avaient entre 17 et 20. Donc on avait des rapports extraordinaires. Ça, je le regrette parce qu'aujourd'hui, moi, je pourrais plus faire de photos comme ça. C'est pas possible. Donc vous êtes chez les parents, puisque c'est la maison des parents à Loconville. Ah, c'est la maison de Sylvie. Oui, mais c'est la maison de Sylvie. Mais en même temps, il y a un monde fou dehors. Vous êtes aperçu tout de suite de la foule. Ah bah oui, non, mais ça, c'était... Bon, il faut dire, écoutez, que le fait que Johnny et Sylvie veuillent se marier, c'était un tel choc. Vous vous rendez compte, c'est quand même les deux mômes qui vendent le plus de disques à l'époque. Et tout à coup, ils disent qu'ils s'aiment. Déjà, c'était pas étonnant. Mais qu'en plus de ça, ils veulent se marier. Oui, alors, il y avait des photographes partout. Il y avait de la foule. Enfin, c'était affreux parce que le rêve de Sylvie, c'était de faire un mariage normal, quoi. Discret. Discret, bon. Mais... il y a un prix à payer quand on s'appelle Johnny et Sylvie. Ouais, c'était épouvantable parce qu'il y avait des gens qui essayaient de prendre des bouts de sa robe et tout, donc c'était infernal. Dans le prix Dieu, il y avait des photographes. Il semble, après enquête, que ce soit le curé qui a vendu la mèche la veille. Et ça ne m'étonne pas de l'église. Alors, il se trouve que Sylvie, c'est une véritable amitié depuis ses débuts, Jean-Marie Perrier. Bah oui, parce que c'est quelqu'un, moi, ce qui m'a touché tout le temps, chez ces jeunes gens, c'est qu'ils avaient vécu une jeunesse très exactement le contraire de la mienne. Parce que moi, j'étais un enfant gâté. Eux, ils partaient de rien. Elle, Sylvie, elle arrive à 5-6 ans de Bulgarie avec la valise en carton quand même. Donc, c'est très impressionnant de voir la détermination de ces mômes pour y arriver. Bon, comme Françoise, c'est pareil. Françoise, elle vit en 45 mètres carrés avec sa mère et sa sœur. Donc, rien que l'idée de dire tiens, maintenant je vais essayer de chanter, je trouve ça d'un courage fou.
Surtout en France, il y avait des mômes. Il fallait monter à Paris à l'époque. Bon, monter à Paris, c'était pas évident. Ben voilà, donc j'étais très touché par ça. Et puis j'en connaissais beaucoup plus sur la musique que la plupart d'entre eux d'ailleurs. Hein, donc ça m'aidait. Et puis il y a un souvenir fabuleux avec Sylvie, c'est que vous êtes allé avec elle voir Elvis Presley. Ah oui, mais ça c'est dans les 60. Oui, c'est plus tard. Dans les années 70, ouais, ça, c'est oui. plus tard, ça. Oui, bah oui, mais Presley, moi évidemment, elle et moi, on était fous de Presley depuis le début, parce que c'est lui qui a vraiment fait démarrer le rock, et puis il a une façon d'être, il a avec James Dean et Marlon Brando, il a démarré le fait d'être un rebelle adolescent, quoi. Donc on était très 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 touchés d'aller le voir. C'est dans un grand truc à Las Vegas, je sais plus comment il s'appelait, et on a vu arriver un type qui, bon, malheureusement c'était pas celui que j'aurais aimé rencontrer, parce que lui il était âgé, il était assez gros, il avait quand même trop de médicaments dans la tronche. Donc c'était assez curieux de voir qu'en plus dans la salle, il y avait que des bonnes femmes avec des cheveux décolorés, qui elles se conduisaient comme des gamines, quoi, si tu veux. Et lui, il leur envoyait des petits Snoopy, là, en caoutchouc. C'était pathétique. Sauf quand il s'est mis à chanter, bien sûr, la voix était là, encore. Mais il pouvait pas bouger vraiment comme avant. Juste à un moment donné, il a fait juste un petit mouvement de hanche comme avant, tu vois. Et alors, ça a hurlé dans la salle. Il fait non, trop facile. Alors, Elvis, Sylvie, Johnny, c'est lié bien sûr à une émission mythique. Salut les copains, l'émission de radio qui est née d'ailleurs, je crois, parce que on a appelé Daniel Philippaki au secours parce que Cindy et son chat le jeudi après-midi faisaient une émission et ça marchait pas du tout. Ça marchait pas mal, sauf que c'était, elle avait effectivement une drôle d'idée dans la tête, c'est qu'elle faisait cette émission avec son chat, qu'elle apportait tous les jours sur la table, là où il y avait le micro, et elle racontait tout ça à son chat, et elle passait des disques que Daniel Philippaki aurait beaucoup aimé pouvoir passer dans son émission pour ceux qui aiment le jazz, mais c'était pas possible parce que il voulait lui justement Elvis Presley, il voulait James Brown, Chuck Berry, tout ça, et là avec Frank Teno c'était impossible. Ah non, ils étaient trop puristes. Et lui, ce qui est formidable, c'est que c'est Lucien Maurice qui un jour appelle Daniel et lui dit, t'as entendu l'émission de la petite, c'est pas mal quand même, qu'est-ce que t'en penses? Et Daniel dit, ah oui, puis au moins elle passe des chansons bien. Tu vois, il dit, mais elle a un problème, lui dit, Lucien, c'est que, bon, le chat, on comprend pas bien ce qu'il dit. Donc, tu voudrais pas remplacer le chat? Et Daniel a dit, oui, d'accord. Bon, et en fait, sa carrière a commencé en remplaçant un chat. Hein? Parce qu'elle est partie c'était une étudiante américaine, ouais. Elle est repartie là-bas, et lui, il est resté avec l'émission. Et il ne voulait pas l'intituler Salut les copains, mais Jukebox à l'époque. Oui, ça, je le comprends, parce que Salut les copains, bon, mais remarquez, c'est rentré dans les mœurs. Tous les gens trouvent ça bien. Moi, j'ai toujours trouvé ça un peu nunuche, pour être franc. C'est le titre d'une chanson écrite par Delanoë pour Beko. Ouais. Et Delanoë travaillait à l'époque à Europe numéro 1, donc c'était facile d'avoir les droits de la chanson et du titre. Oui, c'est Lucien Maurice qui était le directeur artistique de la station, qui avait décidé ça. Bon, c'était sûrement une bonne idée d'ailleurs, mais nous, on détestait ça avec Daniel. Alors, il se trouve qu'un an plus tard, il y a un journal qui naît, et que dans ce journal, bien sûr, vous êtes engagé comme photographe, et vous allez réaliser des photos qui sont maintenant cultes. Oui, enfin bon... culte, c'était formidable surtout de pouvoir les faire dans ces conditions qui n'existent plus, parce que j'avais aucune limite de moyens. Daniel ne m'a rien dit d'autre que tout ce que je te demande, c'est que tes photos déplaisent aux parents, ce qui était une idée formidable pour des adolescents. Donc se retrouver comme ça, avec faire ce qu'on veut, partir dans le monde entier avec des mômes qui sont à peine plus jeunes que moi, c'était miraculeux. Il y a des photos, moi, qui ont marqué mon enfance, comme celle de Sheila et Sylvie, avec Sylvie en bécassine dans une ferme. Oui, non, mais parce que je pouvais inventer ce que je voulais, puisqu'il ne m'a rien dit d'autre, hein, en 12 ans. Donc, il n'y avait aucune limite. Je pouvais faire absolument ce que je veux, faire des décors et tout ça. Bon, or là, je leur avais dit...
Bah écoutez les filles, je vais vous emmener à la campagne, puis vous serez en Bécassine, et puis après on ira déjeuner, parce que ce qui comptait c'était le déjeuner pour nous. Bien sûr. Hein, bon. Avec Johnny aussi d'ailleurs. Alors Johnny, vous l'avez suivi aussi en tournée, et vous avez vu des choses étonnantes, notamment une arrivée dans un café à 7h du matin, où on a reconnu Johnny. Et ça a été quelque chose de surprenant. Ben oui, parce que il était même plus tôt que ça, je crois. On était sur la route et il y avait une atmosphère pratiquement des années 50 là-dedans. C'était extraordinaire. Bon. Et il y avait un môme qui était là-dedans et qui voulait lui être le rocker de la région, quoi. Donc, si vous voulez, Johnny Hallyday, si vous voulez, tout à coup, il y a le vrai qui rentre. Donc, le mec, il est à la fois sidéré, terrassé, et en même temps, il sait pas comment l'aborder. Il se dit peut-être qu'il faut que je l'agresse, mais Johnny, il était habitué à ça tout le temps, partout. Donc c'est Johnny qui est venu vers lui, qui l'a serré la main, il fait alors ça va mon grand, et tout, et puis voilà, c'est terminé. Il y a une autre chose que vous évoquez avec une photo dans ce livre, Jean-Marie Perrier, dans Minuit Blanche. C'est le jour où Johnny a acheté une Ferrari. Vous avez fait la photo et la Ferrari a été détruite une heure plus tard. Oui, mais vous m'avez raconté l'histoire. Ouais, non, mais qu'est-ce qui s'est passé, oui. Oui, non, mais ce qui s'est passé, c'est que d'abord il m'a dit, j'aime beaucoup, il m'a appelé en me disant, j'ai touché ma Ferrari ce matin. J'adore ce mot. J'ai touché ma bagnole. Bon, j'ai dit, retrouvons-nous au bois, je fais la voiture, effectivement, je fais la photo de lui dans la voiture, ça va très vite, comme d'habitude, et puis il me dit, tiens, retrouvons-nous à midi au Fouquet's, parce que c'est à la Fouquet's, c'était formidable à l'époque. Bon, d'accord, il s'en va, et boum, paf, et au prochain croisement, elle explose. Elle a duré 1h30, la voiture. Mais c'est pas la seule, hein. Il en a fait beaucoup exploser. Oui, moi je me souviens d'un fan qui le suivait, il n'en pouvait plus, il a dit à son chauffeur, parce que le fan faisait tout comme lui, tu plantes la voiture dans le mur, et il va faire la même chose. Il a fait la même chose, il a perdu sa voiture, mais il a été débarrassé du fan. Ah ça, je me souviens pas de ce truc-là. C'est une Rolls blanche même. Oh, une Rolls. Ouais. Oui, je me souviens d'ailleurs de cette Rolls, puisque j'avais fait une photo de lui et Sylvie quand ils revenaient de vacances, d'une tournée. Et je leur avais dit, venez avec la Rolls dans le studio, comme ça je l'éclairerai bien, puis vous ferez semblant de dormir. Alors je les ai installés, tout ça, ils ont fait semblant de dormir, puis ils étaient tellement fatigués qu'ils ont dormi vraiment. Donc, moi, sans faire de bruit, je suis parti, je les ai laissés comme ça. Une autre date importante dans votre parcours, mais tout à fait différente de la photographie, le 16 janvier 1974. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Marie Perrier. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean-Marie Perrier, votre nouveau livre Les Nuits Blanches chez Calman Levy, avec des photos et des chroniques, on en évoque quelques-unes. Et dans ce livre, il y a une date qui est évoquée aussi, c'est le 16 janvier 1974. Écoutez. Ça va? Non, je crois que ma paire m'est sucrée, dis là. Antoine et Sébastien, la sortie de ce film avec Jacques Dutronc. Oui, absolument, oui, parce que en réalité, comme je vivais avec Françoise pendant quelques années, pendant 4 ans, on a vécu ensemble, et puis un jour on s'est séparés gentiment, parce que d'abord on se voyait très très peu, j'étais en voyage, elle aussi, et puis on est restés amis jusqu'au bout. Mais alors un jour elle m'a dit, 2-3 ans après, elle m'a dit, écoute, voilà, j'ai rencontré quelqu'un. Ah, je lui ai dit, mais je veux le connaître absolument. Et je suis tombé fou de lui, mais alors complètement, hein. Il faut dire qu'il était extraordinaire parce qu'il était le contraire des autres. Ils étaient tous américanisés. Hein, ils avaient des noms américains, Hallyday, Dick Rivers, tout ça, tandis que lui, il s'appelait Dutronc, déjà. Et en plus, c'était le plus insolent de tous. Et très très vite, j'ai compris que c'est un personnage de cinéma, quoi. Et j'ai eu beaucoup de mal à le faire parce qu'à l'époque, les gens du cinéma qui aiment toujours avoir des théories définitives disaient les chanteurs des années 60, ça marche pas au cinéma. Faut dire que Johnny a fait des films pas terribles à l'époque, alors que c'était un bon acteur en réalité. Donc ça m'a pris 4 ans. Et heureusement, donc mon père a fait partie de cette aventure et c'était un enchantement. Et il a été bien tout de suite, Jacques. Hein. Tout de suite. Et effectivement, François Perrier a accepté de se vieillir pour jouer... Oui, ça, je suis pas le plus fier de ça, moi. Parce que c'est moi qui lui ai demandé. Oui. Et en fait, c'est idiot, je crois, parce que j'avais une espèce d'obsession de le voir
d'avoir d'une vision de lui que j'avais dans l'enfance, en réalité. Alors que, bon, j'ai compris plus tard que autant c'est amusant à 45 ans de se déguiser en vieux, autant à son âge, bon, ça l'amusait beaucoup moins. Il l'a fait. Et puis il y a un point commun entre Dutronc et François Perrier, les blagues potaches. Parce que François Perrier a fait beaucoup de blagues aussi. Ah bah oui, avec Belmondo, tout ça, les Carrettes, ils n'arrêtaient pas les mecs. Ah bah, Roger Carrel, un jour, il lui a mis, je crois, un arbre dans sa loge. Carrel a voulu réexpédier l'arbre chez Perrier. Le livreur a été intercepté et l'arbre a fini chez Carrel. Vous voyez, c'est le genre de blague qui se faisait. Oui, mais une nuit, quand ils étaient en tournage, je crois que c'était... je sais plus sur quel film. Et mon père était dans sa chambre en train de dormir la nuit avec sa femme, Colette. Bon, ils dorment. Et puis, tout à coup, il entend un bruit infernal dans le couloir. Il comprend pas. Et en réalité, c'était donc Belmondo et Bondy et tout ça qui avaient poussé une armoire à glace devant sa porte. Donc Colette dit mais qu'est-ce qui se passe? Il dit bon bah je vais voir. Alors il ouvre la porte, évidemment il se voit lui, tu vois. Et il referme la porte. Il dit mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Il dit rien, c'était moi. Voilà, c'est extraordinaire. C'est une réplique de film. Alors, Dutronc, c'est vrai que sans ses farces et attrapes et ses copains déguisés comme Calafate en homme préhistorique, il ne se déplaçait jamais autrement. Oui, il y avait toujours beaucoup de monde autour de lui, oui, beaucoup de... D'ailleurs, qu'il faisait vivre largement, hein. Vraiment, il en a claqué des ronds, là. Mais en même temps, dans les restaurants, il mettait une ambiance, tout le monde était dans le délire à la fin. Non, je sais pas comment il faisait. J'ai jamais compris comment il faisait. Il suffisait qu'il soit quelque part pour que tout le monde devienne fou. Moi, j'en ai vu dans des restaurants des bonnes femmes, la patronne qui finissait sur la table avec une casserole sur la tête. Non, mais je ne sais pas comment il faisait. C'était systématique. Et il était toujours accompagné de ses coussins péteurs. Oui, ça, il aimait beaucoup ce petit objet. Il le mettait dans la poche d'un de ses potes. Et puis, il lui disait, tu vas à la table là-bas dans un restaurant. Il repérait des gens un peu prétentieux, tu vois, bon. Et puis, voilà, alors il allait. Puis quand il dit simplement, tu passes très vite devant là, ça, tu ne t'arrêtes pas, quoi. Tu vois, tu passes devant. Et puis, alors, il avait l'autre petit bouton dans sa poche à lui, Jacques. Et quand l'autre arrivait à la table, boum. Il appuyait, ça faisait une espèce de vase immonde. Et là, il était très content. Alors, je me suis un peu renseigné. Les coussins péteurs ont été créés en 1930 à Toronto par 2 employés qui expérimentaient des ballons en caoutchouc. Et au départ, un inventeur de farce et attrape a dit ça marchera jamais. On a vu le résultat. Alors, il se trouve aussi que ça a été votre second film, car il y a un premier film. Oui. Qui était Tumuc Umac. Ah oui, ça, vous êtes fort d'avoir retenu le titre, hein, parce que celui-là, alors pour s'en souvenir, fallait être gonflé. C'était le nom des monts Tumuc Umac en Guyane. Voilà. Oui, parce que je voulais faire tourner mon frère, Marc Porel, que je connaissais un peu, mais on n'a pas été enlevés ensemble. Donc un jour, je l'ai vu dans une boîte de nuit. Oh, j'ai dit, mais il est vraiment bien, ce mec, et en plus, c'est mon frère. Donc je lui ai dit, bah, tiens, faisons un film ensemble. Et donc, je l'ai emmené avec la chanteuse Dany en Guyane à la recherche des 4 derniers bagnards vivants. Et on a rencontré les vrais bagnards vivants. C'était formidable. Ils ont même tourné dans le film. Ah bah oui, mais ils tournaient dans le film en fait sans avoir vraiment de texte, parce qu'au fond, c'était pas des acteurs. Donc bon, bah je leur disais, je donnais des questions à l'oreille de Marc, il posait des questions, et les mecs répondaient leurs vrais textes. Ce qui est formidable, c'est qu'à la fin, d'ailleurs, dans le film, dans le scénario vaguement qu'on avait fait, mon frère retrouvait enfin son grand-père de bagnard dans un cimetière. Il s'occupait et on est arrivé, et effectivement, le mec était là. C'était un vieux monsieur. Et il s'occupait des cimetières. Et quand il nous a dit ah ben venez boire un coup à la maison, nous on avait écrit dans le film, il y avait plein de photos de Paris. Et on est arrivé, il y avait des photos de la Tour Eiffel c'était merveilleux. Et vous avez dormi à l'île du Diable, c'était à l'entrée du bagne de Cayenne. Ça, c'était très impressionnant parce que bon, c'était les prisons étaient entièrement envahies par les plantes. Je me suis assis sur le banc de Dreyfus. Enfin, je sais pas d'ailleurs si c'était là le fort de Dreyfus, mais en tout cas, je me suis assis sur un banc en pensant à Dreyfus. Oui. Ça, je vous le promets. Et c'était vraiment impressionnant parce qu'aujourd'hui, on parle de réouvrir le bagne de Cayenne. C'était vraiment quelque chose de très très dur. De réouvrir le bagne de Cayenne aujourd'hui ? Certains disent ça aujourd'hui. Ah, alors là, faisons attention aux prochaines élections, hein, parce que je peux vous dire que c'était vraiment rude. Hein.
Il y avait d'ailleurs un truc extraordinaire que j'ai vu là-bas, que j'ai pas pu exploiter, c'est qu'il y avait aussi un bagne de femmes. On m'a raconté l'histoire d'une môme de 18 ans qui s'était fait sauter par un marin à Brest. À l'époque, hop, elle est enceinte au bagne, direct. Et là-bas, les mères supérieures qui dirigeaient ce bagne faisaient en sorte de leur faire rencontrer des bagnards pour qu'elles puissent se marier. Donc il y a des mômes de 18 ans qui se retrouvent au bagne et qui se retrouvent mariés à un bagnard. Donc c'était quand même rude, hein. Alors, il se trouve que, bon, pour faire le premier film, je reviens au film avec Dutronc, vous avez écrit une dizaine de scénarios, ça n'a pas été simple. Et Dutronc, vous avez fait aussi des photos avec Dutronc. Et dans ce livre, Minuit Blanche, il y a une photo qui est liée à une chanson. J'aime les filles de chez Castel, j'aime les filles de chez... Vous avez fait une photo avec Dutronc qu'on peut même pas imaginer aujourd'hui, qui déchaînerait les réseaux sociaux. Ah ben je l'ai mis sur les réseaux sociaux. Oui. Une fois, je me suis fait insulter, mais je fais pas ça. Oui, parce que c'était une photo en fait pour le journal Lui Magazine. Créé par Jacques Lanzmann. Le magazine de l'homme moderne. Oui. Donc c'était un journal dans lequel il y avait des femmes à poil partout. Donc j'avais fait une photo de Jacques Dutronc, vu du dessus dans une voiture décapotable, remplie d'un groupe de filles, bon, qui étaient très contentes de faire ça, c'était leur boulot, donc elles étaient contentes, nous on s'est marrés. Mais aujourd'hui, c'est absolument inimaginable, c'est un scandale. Oui. C'est un scandale absolu, alors qu'elles étaient bien contentes de gagner leur vie. Et nous, en plus, je me souviens, on a dîné tous les deux, tout seuls, après, dans un restaurant indien. Donc, il faut pas croire tout ce qu'on vous raconte des années 60. Hein. Exactement. Il y a eu aussi un voyage à Hong Kong improvisé après une rencontre dans un avion. Oui, alors là, c'était pour aller à Ceylan. Oui. Au Sri Lanka, parce que je voulais justement, j'ai vécu beaucoup plus avec Jacques qu'avec Françoise d'ailleurs, parce que je voyais bien la vie qu'il vivait, donc je lui avais dit, je voulais avoir une conversation sérieuse, mais comme c'était pas possible à cause des autres, je lui ai dit, bah, écoute, je vais t'emmener en Inde, hein, puis on va comme ça, on va parler, et on est parti pour Ceylan, et alors d'abord déjà dans l'avion, qui était un avion américain, où lui parlait pas un mot d'anglais. Hein. Bon, moi, on décolle de Bombay pour aller à Ceylan. Je m'endors et quand je me réveille, l'avion est devenu fou. Mais exactement comme dans les restaurants, mais complètement dingue. Il y avait le steward avec mis son slip sur la tête. Enfin, c'était absolument... Tout le monde dansait sur les fauteuils, c'était délirant. Et là, il y avait deux hôtesses, mais alors à tomber par terre. Hein, je peux vous dire des beautés. Bon, alors leur dire, les filles, bon, écoutez, on va à Ceylan, venez avec nous passer une semaine, parce qu'à l'époque, on était très légers. Hein. Elles disent, mais on voudrait bien, mais on peut pas parce que c'est une escale et nous, on va à Hong Kong. Ah ben, je dis, bon, d'accord, ok, je regarde Jacques, bon, Hong Kong, hop, et avec le capitaine qui m'a arrangé les coups pour le visa et tout ça, on est arrivé à Hong Kong. Là, j'avais loué une énorme suite et on a tenu table ouverte pendant 3 jours et 3 nuits. Chacun, nous, avec une chambre de notre côté avec l'hôtesse, et il y avait tout le temps, jour et nuit, il y avait des équipages qui arrivaient, mais vous savez qu'à 3h du matin, le 3e jour, c'est compliqué. KLM, il fait « Yes, ça arrive !» Tu vois, non, mais c'était monstrueux. On s'est beaucoup marré. Oui. Alors, il y a eu aussi d'autres photos qui sont évoquées dans ce livre. Il y a une photo, alors, d'une rupture où Michel Berger semble triste parce que Véronique Sanson vient de partir. Et il y a une chanson de Françoise Hardy, écrite par Michel Berger, qui vous doit beaucoup. Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent. Et cours jusqu'à perdre haleine. Message personnel, sans vous, elle ne serait peut-être jamais sortie? Non, parce que je trouve que Claude François avait monté sa maison de disques et il voulait engager Françoise. Alors là, j'ai dit non, ça c'est pas une bonne idée du tout, parce que elle avait fait 2 disques qui n'avaient pas marché en 70-71, bon, et elle cherchait, ça arrive à des artistes parfois, mais je lui dis, écoute, c'est pas possible, il faut que tu travailles avec un type, bah, écoute, je lui ai demandé à Berger de te faire une chanson, tu vois, j'ai été voir Michel, je lui ai dit, écoute, ça t'ennuie pas de le faire, et lui, il était ravi, et il a eu l'intelligence d'ailleurs de demander à Françoise d'écrire le texte parlé au départ. Et c'est une des plus belles chansons qu'elle ait faites. D'ailleurs, il a fait le disque, hein, c'était merveilleux. Complètement. Et régulièrement, dans les télévisions, il a repris cette chanson, qui est devenue un classique. Et c'est vrai que toute cette époque-là, bon, vous dites dans ce livre qu'une photo, c'est l'interprétation que les gens vont lui donner. Bah, c'est-à-dire que à partir du moment où elles sont... c'est comme les photos, hein, elles appartiennent à tout le monde. À partir du moment où elles sont
Je vois pas ce que vous voulez dire exactement. Vous dites qu'une photo, on cherche derrière une photo, une image, quelque chose, et chacun a sa version d'une photo. Ce que vous expliquez dans ce livre, Minuit Blanche. Oui, non, mais c'est-à-dire qu'il y a par exemple, celle que j'ai fait avec Dutronc, avec le poisson, hein, c'est-à-dire il a un casque sur la tête et un fil relié à une dorade qui est allongée sur une table avec le jack qui va dans la bouche de la dorade comme s'il écoutait la dorade. Voilà, bon. Cette photo ne veut absolument, strictement rien dire. Et les mecs, ils ont cherché des explications, on pouvait pas savoir. Alors que nous, on avait fait ça parce qu'on était contents, on était au resto à côté, un peu bourré. Donc... Vous êtes bien amusés. Il y a d'autres photos qu'on va évoquer à travers une autre date, le 31 octobre 2023. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Marie Perrier. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean-Marie Perrier. On a évoqué plein de souvenirs à travers ce livre et on va continuer puisque ce livre, le 31 octobre 2023 est sorti. Ça s'appelle Minuit Blanche chez Calman Levy. Alors c'est à la fois ce n'est pas un livre de photos, vous le précisez bien, ce sont des photos et des chroniques. Pourquoi avoir fait ce livre aujourd'hui, Jean-Marie Perrier? Parce que ça fait 5 ans ou 6 ans que je fais une chronique tous les matins sur Instagram. Parce que quand j'ai vu arriver tous ces réseaux sociaux, moi j'adopte toujours les nouvelles technologies. Bon, j'ai regardé et j'ai vu que les mecs ils faisaient des selfies, puis c'est tout, il n'y avait pas de texte pratiquement. Je me dis c'est dommage, il faudrait écrire vraiment des textes. Et alors tous les matins, enfin la nuit et le matin, je mets exactement ce qui me passe par la tête. Ça c'est formidable, c'est d'ailleurs une chose que je regrette, que l'État n'oblige pas, ou le ministre de l'Éducation devrait obliger les mômes à écrire leur mémoire tous les soirs. Une page, c'est pas compliqué, hein, parce que ça leur donnerait des souvenirs extraordinaires. Moi, tout le monde me dit « Ah, vous avez beaucoup de mémoire ». Pas du tout, j'ai aucune mémoire. C'est grâce aux photos hein, qui me rappellent des choses. Sans ça, je me souviens de rien, moi. Donc, ils devraient tous les jours faire une page avec ce qu'ils ont pensé ou vu dans la journée. Alors, il se trouve que vous évoquez dans ce livre beaucoup de souvenirs, et notamment votre découverte du rock'n'roll avec Eddie Mitchell en Algérie. Oui, parce que je faisais mon service à Oran, et un jour est arrivé Eddie Mitchell avec les chaussettes noires, qui faisait une tournée là-bas. Bon, j'ai été absolument fasciné par ces personnages, parce qu'il avait une décontraction, il se foutait de la gueule du monde, enfin c'était fantastique. Et de voir mon colonel qui avec son petit derrière qui bouge, mais j'étais fou de bonheur. Hein. Et alors il se trouve que ça s'appelait Les Chaussettes Noires et que Eddie Mitchell et ses copains ont découvert ce nom sur la pochette du disque. C'était un accord entre Eddie Barclay et Jean Prouvost, les Lénières de Roubaix. Ils n'étaient pas au courant. Non, bah oui, non, mais bon, c'est ça, Eddie Barclay, il était assez, bon, hein, il était princier, mais il faisait absolument ce qu'il voulait, hein, quand même. Et puis vous évoquez aussi quelqu'un qui a beaucoup compté à vos débuts. Je crois que c'est le premier à vous avoir fait confiance dans la photo. À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines de cœur. Yves Montand, c'est vrai que vous avez fait le programme, les photos de son programme. Oui, ce qui était très très gentil de sa part, parce que j'étais vraiment un gamin. Hein. J'avais l'air d'avoir 12 ans, et il m'a proposé de faire les photos de son programme, de son tour de chant. Bon, c'était merveilleux d'avoir ce type-là. Alors je pense que ça doit être à cause de Simone, hein, parce que Simone m'aimait beaucoup, et elle lui avait sûrement dit, bah écoute, tu devrais faire ça avec le petit, et c'était charmant. L'amitié avec Simone Signoret, c'est né dans vos très jeunes années. Ah oui. Mais alors elle, j'ai une histoire magnifique avec elle, c'est la plus belle. Elle est extraordinaire, cette femme. On déjeunait ensemble une fois par an, bon, et puis un jour, je vivais aux États-Unis dans les années 80, et elle m'appelle de Paris en me disant « Montand va faire le Métropolitane, donc je viens la semaine prochaine. Alors, mais comme je vois plus très bien, mets-toi une veste de couleur, et puis dis-moi, je me mettrai en face de l'ascenseur, et comme ça, je te retrouverai, parce que je vois plus très bien. » Elle me dit « Bon, d'accord, je me mets là avec une veste rouge, que j'avais dû voler chez Avis, sans doute. » Et elle arrive... Et elle me prend par le bras, elle dit « Bon, on va d'abord aller déjeuner, puis on ira voir Montand après. » Donc on traverse le hall de l'hôtel, qui était un hôtel français. Et là, il y avait donc beaucoup de Français, dont 2 cuistres, qui en voyant passer Simone Signoret, il y en a un qui dit à l'autre « C'est qui celle-là ? Je me souviens plus. » Et alors qu'il regardait passer Casque d'Or, quoi. Ouais. Et sans le regarder, sans lui dire un mot autre, elle passe devant lui et elle dit «
c'est la femme du mec qui a baisé Marilyn. Et elle sort. Non, mais c'est magnifique parce que c'est le drame de sa vie. Bien sûr. Elle a été marquée complètement par ça. Elle est lancée ça comme ça, c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, s'il n'y avait pas eu ça, je pense qu'elle n'aurait jamais tourné La Veuve Coudert. Non, moi d'ailleurs, je crois que c'est elle qui a décidé de se vieillir. Elle a choisi ce rôle pour ça, puisqu'elle l'avait perdu un peu comme homme à cause de cette histoire. Elle a décidé d'être sa mère, quoi, mais elle voulait pas le perdre. C'est très beau, je trouve. Moi, je me souviens d'une interview de Simone Signoret chez elle dans La Roulotte, où j'étais là. Mon temps arrive, voyant que je m'intéresse à Simone et pas à lui, il commence à faire un grand numéro, il sort en disant « je vais me coucher, je vais manger une pomme ». Et elle me dit, chaque fois qu'elle ne s'intéresse pas à lui, il fait le même numéro. Elle avait beaucoup d'humour. Il était habitué à être au centre de la scène. Alors, il se trouve donc que vous avez vécu pendant 10 ans aux États-Unis pour faire des films publicitaires. Pourquoi, Jean-Marie Perrier? Parce que, comme tous les gens de ma génération, j'avais rêvé d'Amérique. À l'époque, l'Amérique représentait l'avenir. Aujourd'hui, c'est vraiment terminé, je peux vous dire. Oui. Mais bon, on en rêvait tous. Donc moi, j'ai sauté sur l'occasion d'aller faire des films là-bas et j'ai passé 10 ans à Los Angeles dans une situation extraordinaire de films publicitaires où j'avais tous les moyens du monde. Vous avez fait un film commandé par la Chambre des représentants avec George Bush. Oh là là, c'était effrayant. Oui, parce que le problème, c'est que les agences cherchaient un metteur en scène pour faire un film qui était donc décidé par la droite, quoi. Ouais. Alors, mais évidemment, tout le monde là-bas, moi, j'en avais rien à foutre, j'étais pas américain, je dis, ah ben oui, d'accord, ok. Mais je savais pas ce que ça serait, je pensais que ce serait un scénario intéressant. Et là, non, pas du tout. Ils avaient décidé de reconstruire la Chambre des représentants avec, à gauche, il y avait des types qui se foutaient de la gueule de ceux qui étaient à droite. Et à la place, ils avaient mis comment ça s'appelle déjà, je me souviens plus du nom. Des mannequins, non? Non, tu vois comme on est. Non, à la place, ils avaient pris des autruches, mais des vraies autruches. Mais une autruche, c'est énorme. Oui. Et alors, il y avait comme ça 4-5 autruches, ça faisait un bordel noir. Et alors, ils voulaient qu'elles mettent la tête sous l'eau, dans le sable. Hein. Alors, ils avaient mis du sable et de l'eau entre les fauteuils, donc c'était abstrait, quoi. Il y avait des pauvres autruches qui se penchaient pour mettre leur tête dans le sable. C'était grotesque. J'ai jamais vu le film, d'ailleurs. Je suis très content parce que ça devait être minable. Et puis, vous avez fait un film sur Euro Disney 10 ans avant que ça s'ouvre à Paris. Ah oui, ça c'était merveilleux parce que j'étais avec mon fils, j'avais un petit garçon et une petite fille à l'époque. Non, je sais même pas si Lola était là. Non, je crois qu'il y avait qu'Arthur. Il avait, je sais pas, 7-8 ans et tout à coup, je me retrouvais avec tout le parc à ma disposition. Tous les personnages. Donc c'était absolument magique pour lui. Et la fin du film, j'avais décidé d'emmener tous les personnages dans un champ qui devrait représenter la France puisque c'était destiné à faire Euro Disney. Oui. Hein, c'était pour trouver des fonds. Donc, tous les personnages sont là. Heureusement, mon petit garçon, lui, était en train de dormir. Il n'était pas avec nous. Et pendant que tous ces gens-là s'habillent, je vois que Mickey, je vois une fille, mais petite personne absolument sublime qui était dans le personnage de Mickey. Et j'avais une barre avec elle, elle me regardait, mais c'était dans la fouille. Hein. Je me dis, oh là là, c'est pas possible. Mais... Eh bien, je l'ai pas fait. Non, je l'ai pas fait parce que, à cause de mon fils, parce que je me dis, le lendemain, il va lui sauter dans les bras, ça va être absolument infernal. Donc, oui, j'ai été un bon père ce jour-là, pour une fois. Pas seulement pour une fois. Il se trouve que Disney a monté son parc Disneyland en s'inspirant du train qu'il avait construit dans sa propriété, un vrai train. Et il dit, mais moi, je voudrais un train encore plus grand. Il a dit, on va en faire un, et puis on va faire des attractions autour. Et c'est comme ça qu'est né Disneyland en 1955. Il avait d'ailleurs un appartement, hein. Oui. Tout en haut de la tour, lui. Bien sûr, tout à fait. Et il y tenait. Alors, il se trouve aussi que vous êtes revenu en France ensuite, et grâce à votre sœur Anne-Marie, vous avez travaillé à elle, et là aussi, ça a été des grands moments, Jean-Marie Perrier. Oui, parce que évidemment, je me retrouvais dans la même situation que dans les années 60. Anne-Marie, elle travaillait, je l'avais présentée à Philippe Aki, et elle travaillait à Mademoiselle Ashton. Donc, Daniel lui avait donné Elle Magazine ensuite à faire plus tard. Donc, je me retrouve donc chez Philippe Aki avec ma sœur. Donc, j'avais toute liberté, exactement comme avant. Et en plus, tous ces couturiers me connaissaient de leur jeunesse. Ils connaissaient mon boulot de leur jeunesse, donc ils acceptaient tout ce que je leur proposais. Donc, c'était vraiment très, 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 très formidable comme période. Et dans ce livre Minuit Blanche, Jean-Marie Perrier, vous évoquez aussi une rencontre avec Édith Piaf.
Alors ça, c'était en 53 ou 54, je crois. On m'avait emmené la voir. Et c'était la fin de sa vie. Elle était cette petite dame, elle était extraordinaire avec sa voix. Elle envahissait l'Olympia. Et après, on m'avait emmené dans sa loge. Et là, elle avait fait une chose très gentille, parce qu'elle était fatiguée quand même. Bon, asseyez-vous. Et elle me dit gentiment, comme on dit quand on ne sait pas quoi dire, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et moi, j'ai dit innocemment, je veux être artiste à cause de mes parents, quoi. Et elle m'a dit cette phrase vraiment incroyable. Elle m'a dit, si tu veux être artiste, c'est très simple. Prends tes défauts, mets-les en avant avec affirmation, et ils deviendront des qualités que les autres imitent. C'est extraordinaire. En fait, elle m'a résumé le spectacle, parce que au fond, le spectacle, c'est l'étymologie, c'est les monstres, c'est Elephant Man. Les gens, ils vont voir des gens qui sont pas comme eux, mais qui sont quand même un peu eux. Non, mais c'était vraiment merveilleux de sa part. Elle avait tout compris. Et puis, il y a une photo dans ce livre aussi avec les Beatles devant une porte rouge. Oh, mais ça, c'était je les connaissais pas, donc j'avais fait des photos chez Brian Epstein, et ça, c'était la porte des bureaux de Brian Epstein, leur impresario, bon. Non, mais ce qui était difficile avec eux, c'est que moi, je parlais très très mal l'anglais, donc pour arriver à, je voulais qu'ils se souviennent de moi, parce qu'ils venaient de démarrer, hein. Donc, je les ai emmenés dans un studio, et je leur ai donné à chacun une cigarette et un briquet, et je les ai mis en ligne. J'ai dit à l'assistante, tiens, maintenant, éteins tout. On était dans le noir. J'ai dit, messieurs, allumez vos briquets. Ils l'ont fait. Et moi, j'ai fait la photo. Mais alors, je savais même pas s'il y aurait quelque chose sur la pellicule, quoi. Hein, parce qu'il fallait, à l'époque, fallait attendre 3 jours. Bien sûr. Aujourd'hui, on voit derrière l'appareil photo. Non, là. Et heureusement, ça a marché, et c'est grâce à ça qu'ils m'ont engagé plus tard pour travailler pour eux, pour faire les pochettes de disques de 45 tours pour le marché anglais pendant l'enregistrement de Sgt Pepper à Abbey Road. Donc j'ai fait un studio dans le studio, c'était formidable. Ce jour-là, vous avez fait un tabac justement avec. Alors, et puis il y a eu Mick Jagger, parce que Mick Jagger, il y a une véritable amitié qui s'est installée. Oui. Non, c'est certainement lui qui m'a plu le plus sur scène, en tout cas, parce que il était incroyablement. Il était extrêmement inventif, extrêmement insolent. En plus, je le trouvais vraiment beau. Je trouvais qu'il ressemblait à Françoise, moi. D'ailleurs, j'ai fait une photo des deux ensemble, qui sont magnifiques. Il adorait Françoise Hardy, de toute façon. Il avait raison. Mais tous les Anglais et Américains, ils voulaient toujours rencontrer et Françoise et Brigitte Bardot. Toujours. Donc, j'étais habitué. Et là, vous avez fait des concerts avec lui. Vous l'avez suivi en tournée. Ça a été vraiment des grands moments de votre vie. Ah oui, j'ai passé 12 ans pratiquement avec lui. Et c'était vraiment ce qu'il y avait de mieux, mais il y avait une insolence, et dans la salle, il y avait une violence qu'il n'y avait pas chez les Beatles. Les Beatles, c'était formidable, surtout en disque. Mais ce qu'ils faisaient sur scène, d'abord les Beatles, il y avait tellement de gonzesses qui hurlaient, on n'entendait jamais ce qu'ils faisaient. Alors que là, c'était très 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 violent. Moi, j'ai quand même vu une môme se faire exploser les doigts par une porte de voiture parce qu'elle voulait rentrer dans leur voiture. Non, mais il était quand même très très fort et vraiment intelligent, parce que sans lui, finalement, les Rolling Stones auraient disparu. Et puis, il y a quand même un groupe de rock français aussi qui est cher à votre cœur. Le groupe Téléphone. Oui. Vous avez réalisé un documentaire, et dès le premier jour de tournage, vous avez dit on ira au Festival de Cannes. Oui, ça, j'étais gonflé, parce que j'en savais rien du tout. Mais non, j'ai surtout fait, donc je les ai suivis en tournée, j'ai fait des interviews. Et ce qui était formidable, c'est que c'était un film qui était en scope 3 écrans et en Dolby stéréo, ce qui n'existait pratiquement pas. Il y a que deux cinémas en France, mais je l'avais fait quand même comme ça. Et effectivement, on a été invités à Cannes. Alors là, on représentait la France. Représenter la France avec un groupe de rock, de mômes qui était quand même un peu givré à l'époque, c'était absolument magnifique. Il y a beaucoup d'autres souvenirs dans ce livre, et vraiment, je le recommande à celles et ceux qui nous écoutent. Il y a près de 400 pages de photos, de chroniques, qui racontent toutes les époques que vous avez traversées. Vous vous rendez compte que vous êtes un privilégié, Jean-Marie Perrier? Ah, je l'ai toujours su, oui. J'ai toujours su, mais la chance, oui. La chance ne va qu'aux voyous. Oh, vous n'exagérez rien. Ne changez pas, et puis je suis sûr que vous avez encore d'autres souvenirs à raconter. Ah oui, j'en ai plein, mais bon, là, on n'a pas le temps. Non, la prochaine fois, vous reviendrez avec un nouveau livre dans les clés d'une vie. Ça s'appelle Minuit blanche, c'est chez Calman Levy, et ce sera, je pense, un très beau cadeau de Noël. Merci Jean-Marie Perrier. Merci à vous. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.